Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Nous allons donc commencer ce webinaire sur la diplomatie féministe afin de faire un certain nombre de propositions dans le domaine. Donc, je remercie tout particulièrement les personnes du panel, à savoir Brigitte Lizaud, qui est députée, Emmanuel Larocque, qui est CEO de Social Builder, Thomas Friand, qui est fondateur et directeur de l'Institut Open Diplomatie, Nathalie de Courcy, qui est membre du CA d'Égalité Ensemble, et Irène Tolleret, qui est eurodéputée et qui nous rejoindra tout à l'heure. On va traiter la diplomatie féministe en 4 points. Tout d'abord, les acteurs de la diplomatie féministe. Ensuite, la diplomatie féministe en matière de droits reproductifs et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Enfin, les obstacles de la diplomatie féministe et les pistes d'amélioration auxquelles nous pourrions penser. Donc, concernant les acteurs de la diplomatie féministe, quels sont les outils de la diplomatie féministe de l'ONU et sont-ils efficaces? Alors, cette question est pour Emmanuel Larocque ou éventuellement pour Thomas Friand s'il souhaite y répondre. Donc, Emmanuel, disons que tu peux démarrer et puis ensuite, ça sera pour Thomas s'il veut ajouter quelque chose. Moi, je vais très rapidement laisser la parole à Thomas, comme nous sommes une organisation française qui travaillons sur l'égalité femmes-hommes dans l'économie numérique et qui nous intéressons plus spécifiquement à la diplomatie féministe française. Donc, Thomas, je serais bien en peine de répondre à cette question si tu as un point de vue sur les outils de l'ONU. Sur la partie France, je suis plus à l'aise. Oui, bien sûr. Alors, merci Emmanuel, on va se passer la parole mutuellement. Déjà, il faut comprendre que la diplomatie féministe, c'est un concept qui a un historique un peu particulier. C'est quelque chose, on en parle en ce moment-là à la veille du Forum Génération Égalité dans lequel ce festival organisé par Égalité Ensemble est organisé. Je voudrais féliciter les organisatrices, les organisateurs de cette initiative qui a été sélectionnée par ONU Femmes France. On en parle parce que ce sommet Forum Génération Égalité vient 26 ans après la plateforme de Pékin, la déclaration de Pékin, la conférence de Pékin, 1995, dans laquelle les Nations Unies se sont accordées sur le plan universel pour définir les droits essentiels sur lesquels les femmes pourraient devenir les égales des hommes et avec un consensus mondial pour y parvenir. Depuis 1995, les avancées sont assez hétérogènes en matière d'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle internationale. Il y a eu des progrès considérables qui ont été réalisés à l'aune des objectifs du millénaire pour le développement, notamment pour tout ce qui concerne la lutte contre la sortie de l'extrême pauvreté, de l'extrême précarité pour les femmes, notamment dans le pays en voie de développement. Ça, c'était l'agenda de Kofi Annan qui portait les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Et quand Ban Ki-moon, en tant que secrétaire général des Nations Unies, a fait adopter les objectifs de développement durable, les ODD, qui étaient pensés pour être la phase d'après cette sortie d'un milliard de personnes de l'extrême pauvreté, l'égalité entre les femmes et les hommes qui comporte de nombreuses dimensions est resté un objectif majeur pour les Nations Unies. C'est l'objectif de développement durable numéro 5, l'ODD 5, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce sommet d'ONU Femmes qui a lieu à la fin du mois de juin sous coprésidence française et mexicaine a précisément vocation à accélérer la mise en œuvre de cet objectif qui, comme chacun l'imagine, recule un petit peu à l'aune non seulement de la crise sanitaire, mais également des tensions géopolitiques majeures. Et dans ce contexte-là, pour que tout le monde ait bien en tête le cadre onusien, notamment dans lequel Social Builder agit, il y a depuis le début des années 2010 une affirmation de ce qu'on appelle la diplomatie féministe, et je crois que c'était le sens exact de la question de Juliette, donc je focalise sur spécifiquement cet objectif précis. C'est un concept qui a été mis à l'ordre du jour international par la diplomatie suédoise. En 2014, elle a été affirmée par la ministre des Affaires étrangères suédoise avec 3 objectifs, trois piliers de la doctrine en matière de diplomatie féministe. 1, les droits, rights. 2, la représentation, representation. Et 3, les ressources. C'est les fameux 3 R de la diplomatie féministe. Alors les droits, je vous ai déjà dit ce que ça recouvrait en matière internationale avec le programme d'action de Pékin de 1995 qui posait les grands droits internationaux, notamment l'accès aux droits sexuels et reproductifs, et Juliette y reviendra, j'en suis sûr. La représentation, c'est de façon générale l'idée que les femmes doivent faire partie
des cercles de décision internationales, nationales et locales, économiques ou politiques qui déterminent leur futur. Et je crois qu'en la présence de Brigitte Liso et Irène Tolleré, on ne peut pas témoigner mieux de la forme que ça prend en France en particulier, y compris dans la diplomatie féministe française, même si, il faut le dire, il n'y a que 26% de femmes qui sont à la tête de postes diplomatiques français. Donc les droits, la représentation dans les cercles de décision et de pouvoir. Et troisième R, c'est les ressources, les moyens budgétaires qui sont mis en place pour pouvoir appuyer le développement de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toute l'action internationale. En France, c'est vrai en particulier dans l'aide publique au développement. Et pour boucler la boucle avec la question initiale de Juliette, la priorité majeure de la diplomatie féministe française, je vous ai parlé du contexte onusien, de l'origine suédoise du concept, et pour boucler la question sur la diplomatie féministe française, ça se porte spécifiquement sur la défense des droits sexuels et reproductifs, c'est-à-dire le modèle français de l'accès à la contraception et de l'interruption volontaire de grossesse, le cas échéant. C'est une spécificité française extrêmement forte. Et ça se joue également sur l'accès des jeunes filles à l'éducation, qui est considéré comme le deuxième grand pilier de l'action diplomatique féministe de la France. Je précise pour conclure que la diplomatie féministe française, elle s'est affirmée en particulier assez récemment avec la présidence française du G7 en 2019, date à laquelle pour la première fois ce concept a été employé dans une instance diplomatique au nom de la France, et c'est Marlène Schiappa et Jean-Yves Le Drian qui en étaient les pionniers, si j'ose dire. Marlène Schiappa ayant présidé la première réunion du G7 dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes par ses homologues. Et ça s'amplifie vers le Forum Génération Égalité, co-présidé par la France et le Mexique, que Égalité Ensemble prépare avec cette série de webinaires. Voilà, Julie, j'espère avoir été complet et synthétique. Parfait, excellent. On va passer tout de suite à la question suivante. Quel rôle peut avoir l'Union européenne en matière de diplomatie féministe depuis la commission d'Ursula von der Leyen? Et la question est pour Irène Tolleré. Merci beaucoup, Juliette. Désolée pour le cafouillage informatique. Je pense que le rôle de l'Union européenne peut être l'exemplarité. C'est-à-dire, ce sujet, il est sur la table au niveau du Parlement européen. Les droits des femmes, de l'égalité, l'égalité de genre sont des sujets qui sont sur la table, qui sont prioritaires. C'est la première fois que nous avons une présidente de la Commission qui est une femme. C'est la première fois que nous avons une commissaire à l'égalité. Donc, je crois que l'Union européenne peut donner l'exemple. Alors, il peut donner l'exemple au niveau des droits. Je vais reprendre les 3 R. Donc, au niveau des droits, sachant qu'en ce moment, et c'est la première fois depuis très longtemps, nous avons des reculs des droits dans l'Union européenne. C'est-à-dire que ONU Femmes, en gros, considérait qu'il y avait un travail à faire en dehors de l'Union européenne et que l'Union européenne était en avance. Sauf que nous avons des reculs de droits dans l'Union européenne. Donc aujourd'hui, dans le Forum Génération Égalité, il faut que l'Union européenne joue une place d'exemplarité, non seulement dans son action vis-à-vis de l'extérieur, mais également dans le traitement de l'action vis-à-vis de l'intérieur. Donc les droits, la représentation. Je suis co-rapporteur sur ce qu'on appelle le gender mainstreaming. Je pense que nous avons matière à nous améliorer en ce qui concerne la parité réelle dans la représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en politique, on se satisfait relativement bien d'avoir des lois pour la parité dans les élections. Et après, une fois que tout le monde est élu, sur le partage du pouvoir, on est nettement moins égalitaire. Voilà. Et je pense que c'est très, très important qu'on se dise que c'est absolument impossible qu'on ne fasse pas avancer la politique dans l'Union européenne sans avoir une représentation égalitaire. Je prends pour exemple le dernier fail qui est au niveau de la conférence sur le futur de l'Europe. Le Parlement a nommé pour le représenter 6 hommes et 1 femme. Donc, d'ailleurs, ça a été refusé pour cause de non-parité. Donc, il est très important qu'on se dise que ce sujet-là,
il n'est pas que chez les autres. Il ne faut pas qu'on regarde que la paille dans l'œil du voisin, il faut aussi qu'on regarde chez nous. Et le troisième point sur les ressources, ça tombe bien puisque la Cour des comptes vient d'allumer sur le manque justement de critères objectifs pour mesurer et suivre l'avancée de la parité. Le contexte du Covid, c'est un recul des droits des femmes dans la totalité de la spectre qui les concerne, sur les droits sexuels et reproductifs. Bon, sur les violences, le confinement a été une accélération des violences et donc une multiplication par 3 des violences en France, par exemple, des choses comme ça. Et donc, c'est très important qu'on ne se satisfasse absolument pas de ces reculs-là et qu'on ait donc non seulement des apports législatifs, mais des budgets qui aillent derrière pour mettre en place ça. C'est pour ça que dans la conférence sur le futur de l'Europe, moi, je porte un petit bébé qui est en phase de gestation, dont j'ai déjà parlé à Juliette pour Égalité Ensemble, qui serait de se dire, si on est capable de se fixer des objectifs par rapport au réchauffement climatique, alors on doit être capable de se fixer des objectifs par rapport à l'égalité ensemble. Donc, on est en train de travailler ça et on reviendra avec mon équipe sur Juliette et tous ceux que Égalité Ensemble, que ça peut intéresser, pour que dans le programme de la conférence sur le futur de l'Europe, on intègre un Pink New Deal. Merci beaucoup, Irène. C'est super. On va passer à la question suivante. Je suis désolée, voilà, c'est un webinaire d'1 heure, donc on va être plus rapide. Quel rôle pour la société civile en matière de diplomatie féministe? Et la question est pour Emmanuelle Larocque. Merci Juliette. Pour revenir sur cette question aussi de l'efficacité de la diplomatie féministe française, je pense que, moi, je vous invite tous à lire parce que je m'y suis intéressée au rapport qui a été du coup publié en 2018 par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui précise justement les points à la fois de maturité de cette diplomatie, mais aussi les manquements et parmi lesquels les sujets justement d'intégration des problématiques plus d'autonomie financière et économique des femmes sont encore absentes de nos engagements et notamment la systématisation de nos prises de parti dans les négociations internationales ou bilatérales. Voilà, donc ça, je fais ce petit clin d'œil parce que ça montre un petit peu les points et les zones blanches. Après, sur la question du rôle de la société civile, alors nous qui sommes une association qui travaillons justement sur la place des femmes, leur autonomie dans l'économie et plus spécifiquement liée à la transformation numérique, ce qui, pour nous, est essentiel, c'est de continuer à, bien sûr, d'encourager que ces sujets restent à l'agenda, bien sûr, de demander des actions concrètes à nos élus et de faire écho à tous les manquements, de continuer vraiment d'être une caisse de résonance à chaque fois que les actions n'ont pas été à la hauteur des promesses. Et bien sûr, les outils de la pétition et de la tribune sont des outils extrêmement puissants et qu'il faut utiliser sans ménagement parce qu'ils permettent de montrer qu'au final, il y a une réelle maturité de la société civile sur ces questions et des vraies attentes de résultats et d'engagement, même si on sait bien sûr que les enjeux de la nation sont multiples et doivent être pondérés, mais la question de l'égalité des droits, l'égalité humaine et notamment l'égalité des femmes est une priorité pour nos concitoyens et nos concitoyennes. Et par ailleurs, sur la question du rôle de la société civile, aujourd'hui, elle n'est pas encore suffisamment systématiquement intégrée dans les groupes de travail et le suivi des politiques public. Nous en sommes aux prémices. Ce qui est particulièrement intéressant avec le Forum Génération Égalité, c'est que ces coalitions d'action qui travaillent depuis maintenant 1 an et demi sur différentes thématiques, et nous avons la chance et le bonheur et le privilège de travailler sur la feuille de route concernant tout ce qui est innovation et technologie pour les prochaines années, en collaboration avec des États, des petites entreprises et les organisations internationales. Ce que nous observons, c'est que nous arrivons à nous mettre autour de la table pour identifier quels sont les éléments clés à travailler au niveau international. Mais maintenant qu'on en est au stade des commitments, puisque le forum est dans un mois, nous observons quand même qu'il y a encore un tâtonnement sur une capacité de s'aligner sur les priorités qui étaient les nôtres et de dessiner des commitments collectifs
et notamment de la part, je le pointe, des États qui ont tendance à revenir sur leurs enjeux territoriaux ou sur leurs enjeux nationaux. Je pense que dans le cadre de ces espaces de négociation internationaux ou de définition des politiques internationales, nous devons être capables de nous distancier à minima de nos enjeux nationaux ou en tout cas d'adopter des approches plus régionales et plus globales. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. La France a-t-elle développé une diplomatie féministe efficace? Et cette question est pour Thomas Friand. Merci Juliette. Alors pour évaluer pour donner une réponse à cette question, il faut définir des critères d'efficacité à la diplomatie féministe. Je dirais que il y en a 3. Le premier, c'est un critère de légitimité. Le deuxième, c'est un critère de vision. Et le troisième, c'est un critère de moyens. Et à l'aune de ces 3 critères, il me semble que la réponse sera favorable, mais je vais détailler un petit peu la réponse. Alors, ça a déjà été un peu dit par Irène notamment, on ne peut pas avoir une diplomatie féministe qui soit crédible et donc qui porte un message fort et efficace pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes quand on n'est pas au clair à la maison, si j'ose dire, sur comment est-ce qu'on gère l'égalité entre les femmes et les hommes. De ce point de vue-là, la France qui n'est pas arrivée au bout du chemin en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, s'est suffisamment montrée pionnière et ambitieuse dans son agenda national, y compris en faisant de l'égalité entre les femmes et les hommes une priorité du quinquennat et en ayant un portage interministériel très très fort avec le secrétariat d'État rattaché d'abord et puis ministère rattaché auprès du Premier ministre pour pouvoir porter cette feuille de route interministérielle. Elle s'est montrée plutôt crédible sur le plan de sa politique intérieure, y compris avec des résultats tangibles et importants. Je pense à l'efficacité de la loi Copé-Zimmermann pour développer la parité dans les conseils d'administration, ou encore l'index Pénicaud sur la parité salariale qui commence à faire école. Il y a une deuxième condition de légitimité qui est très importante, c'est le fait que l'appareil diplomatique lui-même, le réseau diplomatique lui-même, soit exemplaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. De ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de progrès à faire en France. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, seulement 26% des ambassadeurs sont des ambassadrices. Et quand on regarde du côté des postes diplomatiques les plus importants, c'est-à-dire les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ou les très grandes organisations internationales, les postes sont souvent occupés par des hommes et la parité est loin d'être atteinte en la matière. Donc le critère de légitimité, il est plutôt bon, même s'il y a des points d'amélioration. Le deuxième critère, je disais, c'est la vision. C'est d'avoir une vraie stratégie pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes de façon assez holistique à travers tous les outils de puissance de politique étrangère dont on dispose. De ce point de vue-là, c'est quelque chose qui s'est bien développé. La preuve en est, c'est la présidence assumée conjointement par la France et le Mexique du fameux Forum Génération Égalité dont Emmanuel expliquait tout à l'heure, avec cette aptitude assez rare dont dispose la diplomatie féministe française, d'articuler la contribution des acteurs de la société civile, les ONG, les entreprises, les universités, les fondations philanthropiques, avec celle des États. Et je dois dire que le portage du Forum Génération Égalité qui combine ces différents types d'acteurs est un montage très original en matière diplomatique, et la France s'en sort plutôt très bien jusqu'à présent. Pour pouvoir non pas délivrer au moment de ce sommet international une nouvelle déclaration, un nouveau texte, mais plutôt des objectifs quantifiables avec des actions très concrètes qui sont mises en œuvre, qui sont lancées et qui sont co-construites avec la société civile. Donc je pense que ce côté un peu visionnaire, il est bien, et je signerai peut-être un élément très précis de ce point de vue-là. Au-delà de la logique partenariale avec la société civile, il est d'autant plus apprécié qu'il s'intègre aux objectifs de développement durable des Nations Unies, les fameux 17 ODD, qui structurent toute l'action internationale des différentes organisations internationales rattachées aux Nations Unies, et ça permet d'avoir une sorte de logique très transversale de l'action féministe française, et donc de pouvoir la connecter à toutes les sphères internationales, l'OMC, l'OMS, le PNUE, le PNUD, toutes les organisations internationales qui peuvent concourir à la réalisation d'objectifs féministes. Troisième et dernier critère, je le disais tout à l'heure, c'est les ressources, les moyens qui sont engagés. De ce point de vue-là, sans trahir de secrets d'État qui seront annoncés plus tard lors du Forum Génération Égalité lui-même,
il y a un renforcement des ressources dédiées à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la politique étrangère française qui est en train de se produire, notamment autour de l'action de l'Agence française de développement. Là où je mettrai un petit bémol, c'est que il n'y a pas que les actions de coopération internationale ou d'aide publique au développement, donc de l'AFD, qui sont pertinentes en matière d'égalité femmes-hommes. Il y a aussi, et Irène et Emmanuel le disaient un peu en pointillé tout à l'heure, il y a aussi vraiment les rapports de force géopolitiques qui se jouent au Conseil des droits de l'homme, à la Commission de la condition de la femme, la fameuse CSW, voire même au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sont extrêmement importantes. Et je pense que de ce point de vue-là, au-delà de l'aide publique au développement que la France raffermi et package pour être plus puissant en matière d'aide publique au développement dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a aussi tout un sujet de comment est-ce qu'on développe une politique d'influence dans les organisations internationales pour pouvoir lutter pied à pied contre ces régimes souvent autoritaires, totalement machistes, qui promeuvent une vision du monde dans laquelle les femmes sont soumises à une forme d'organisation soit religieuse, soit politique, soit économique, soit les trois à la fois, patriarcale, dans lesquelles les hommes dominent enfin, il y a une vraie organisation de la domination des hommes sur les femmes. Le fait que l'Iran ou l'Arabie Saoudite siègent aujourd'hui au Conseil des droits de l'homme ou à la CSW, c'est quand même absolument abject. Et ça se fait sur fond de complicité avec la puissance russe ou la puissance chinoise, et qui avancent leur pion à travers ça aussi pour mettre en cause le modèle occidental de liberté, d'égalité, de fraternité qui est le nôtre. Donc il y a un vrai travail. Sur le plan de la légitimité, je pense qu'on est bon, même s'il y a un travail à faire sur le réseau diplomatique. Sur le plan de la vision, on est plutôt très très bon. L'enjeu, ça va être de garder ça dans le temps et de ne pas en faire un one-shot. Et sur le plan des ressources, il y a des choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place, notamment autour de l'aide publique au développement, mais il y a un vrai travail de structuration de nos leviers de puissance pour pouvoir promouvoir l'égalité femmes-hommes dans la durée. Merci beaucoup. On va passer donc au point suivant, la diplomatie féministe en matière de droits reproductifs et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Quels sont les outils de la diplomatie féministe européenne en matière de droits reproductifs et de lutte contre les violences de genre, et comment les promouvoir? Cette question est pour Brigitte Liseau. Merci, mais je ne suis pas, désolée, je ne suis pas une spécialiste de ces sujets. Moi, j'étais plutôt partie sur la Convention d'Istanbul et comment améliorer la Convention d'Istanbul. Voilà. Alors, c'est sur ça que voilà, essentiellement, donc, la Convention d'Istanbul qui, de mon point de vue, est insuffisamment connue. Et j'ai, à l'Assemblée nationale, donc j'ai demandé une mission à la Commission des Affaires étrangères, justement pour qu'elle puisse être plus largement connue et reconnue. Cette convention qui a 10 ans a été signée par 47 pays, mais seulement ratifiée par 34. Donc, vous voyez, la route est encore très, très, très longue. Et puis, on constate qu'il y a parmi les signataires des pays moteurs et des pays rétrogrades. Et en particulier sur justement les problèmes de genre, parmi les pays rétrogrades, la Turquie, qui s'est réfugiée derrière l'homosexualité pour dire que ça n'était pas, de leur point de vue, une convention adaptée, puisqu'eux ne reconnaissent pas, comme vous le savez, l'homosexualité. De la même façon, la Pologne a aboli l'avortement dans la plupart des cas, va-t-on dire. Et je crois que c'est ces pays-là qu'il faut… Alors, le paradoxe, c'est que effectivement, ils se retirent ou ils vont se retirer de la Convention d'Istanbul, mais c'est eux aussi, le paradoxe, qui la mettent en avant et qui la font peut-être connaître parce qu'ils s'en retirent. Et aussi, alors pour ce qui est des autres pays, les pays moteurs, moi je voulais mettre en avant l'Espagne et la Suède. Alors l'Espagne parce que vraiment, ils ont pris les choses de façon très, très efficace depuis un bon moment, en créant une juridiction spéciale dans les violences faites aux femmes. Et puis, la Suède, parce que eux, dès le berceau, justement, inculquent à leurs nourrissons l'absence de différence de genre, justement. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Peut-on envisager de faire de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, une condition d'accès
une condition d'accès à l'Union européenne. Comment garantir le respect des droits des femmes et des personnes LGBT+. La question est pour Irène Tolleret. Donc, alors, la réponse à cette question est, moi j'aimerais qu'on en fasse effectivement dans la conférence sur le futur de l'Europe, qu'effectivement on en fasse un critère d'accès, parce que ça envoie un message politique fort. Après, d'aujourd'hui, pour faire ça, il faudrait modifier les traités. Et les traités, pour les modifier, il faut l'unanimité. Donc, c'est une belle idée dont je ne vois pas une application dans le futur. En revanche, dans un futur proche ou rapide, sauf si, par le biais démocratique d'élections, il y a des changements dans certains pays, par exemple la Pologne et la Hongrie. Hein, mais si parce qu'on est dans une Union européenne est démocratique, donc on peut avoir des urnes qui changent des données sur des pays rétrogrades, parce qu'aujourd'hui en Pologne, les femmes sont vent debout contre ce qui s'est passé. Mais dans le doute, il y a, à mon avis, une autre façon de faire, c'est la création de l'Europe de la santé, qui est dans les starting blocks, avec notamment, je salue le travail d'une eurodéputée qui s'appelle Véronique Trier-Lenoir, qui a vraiment posé les bases depuis l'année dernière de ce que pouvait être une Europe de la santé pour pas qu'il y ait de blocage avec la compétence des États membres et que le niveau européen se coordonne de manière fluide avec le niveau national. Et donc, dans ce cadre-là, l'Europe de la santé serait une compétence du traité de fonctionnement de l'Union européenne et donc n'aurait pas besoin de l'unanimité, mais juste de la majorité qualifiée. Et donc, de dire, comme l'avait dit Simone Veil à l'époque, que les droits sexuels et reproductifs sont avant tout des droits de santé. Et de sortir de ce truc très théorique sur les valeurs, où il y a des conflits de valeurs et les gens sont en affrontement frontal, il n'y a pas de compromis possible. Pour rentrer dans, c'est un sujet de santé. Donc, moi, si mes valeurs sont de ne pas avorter, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. En revanche, une femme qui désire avorter doit pouvoir le faire dans un contexte encadré médicalement. Voilà. Donc, ça, c'est un moyen de faire avancer les choses. Et c'est aussi le moyen pour tout ce qui est l'appréciation du genre, qui passe aussi par l'éducation sexuelle ou l'éducation au genre dès l'école, en fait, puisque les problèmes sont, il n'y a pas besoin, les enfants, ils n'ont aucun problème à accepter leurs différences. C'est les adultes qui ont plus de mal. Et le troisième volet sur lequel nous sommes en train de travailler, ce sont des sanctions financières. Alors, les sanctions financières, aujourd'hui, on a révisé le texte sur les sanctions financières. Donc, normalement, le Parlement a demandé à la Commission d'activer les sanctions financières contre la Pologne. Mais, indépendamment des gros sujets comme ça, on a aussi la possibilité d'intégrer des formes de sanctions dans tous les textes budgétaires européens, tout simplement en interdisant l'accès aux fonds européens, texte par texte, dans tous les pays ou collectivités qui ne respectent pas l'égalité de genre, par exemple, ou qui ont des atteintes qui sont des reculs majeurs. Donc, on est en train de travailler dessus. Voilà, donc 3 pistes. L'Europe de la santé, indépendamment de la piste de la modification des traités, la piste Europe de la santé, la piste sanctions financières et la piste de l'intégrer dans tous les textes. Merci beaucoup. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des États qui sont déjà membres. On pourrait peut-être envisager dans les protocoles d'adhésion, parce que voilà, avec une sorte de… Bon, certes, ceux qui sont déjà là, ils ont négocié, ils ont leur traité d'adhésion, mais ceux qui vont arriver, peut-être qu'à eux, ce serait peut-être possible de le faire. Mais en tout cas, l'option de la santé est absolument excellente et très intelligente en termes
Alors, Juliette, je reprécise, la France a fait jouer son droit de veto sur l'extension de l'Union européenne en disant « nous, on n'accepte aucune adhésion si on ne modifie pas la façon dont on adhère à l'Union européenne ». Donc, la demande de dire il n'y aura pas de nouvelle entrée dans l'Union européenne si on ne change pas la façon dont on fait rentrer les États, et notamment la règle de l'unanimité. Donc, effectivement, ça pourrait se mettre à ce moment-là. Oui, non, mais de toute façon, ça, c'est une réflexion qu'on aura à la fin du webinaire après 18 heures, quand on aura terminé les questions, voilà, plus précises. Alors, quelle politique onusienne et européenne de lutte contre les mutilations génitales, les viols de guerre et les mariages forcés? Quelle perspective pour la création d'un tribunal international de lutte contre le viol comme arme de guerre? Ça, cette question est pour Thomas Friand. Merci pour d'avoir pété l'ambiance, Juliette, avec des questions compliquées. Là, tu m'as bien eu. Alors, écoute. Si tu veux, je te donne le contexte de cette question. Non, je l'ai bien en tête, malheureusement. Tu le sais. J'ai assisté à la remise de prix du prix Nobel de Nadia Mourad et Denis Mukwege, qui ont précisément reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour leur combat contre l'utilisation du viol et des mutilations génitales comme arme de guerre dans des théâtres de conflit. Donc malheureusement, je vois trop bien de quoi tu parles. Ce qui me fait dire ça, c'est que je disais que ça peut être l'ambiance parce qu'en effet, là, on montre avec un exemple extrêmement précis deux choses. La première, c'est que le problème des violences faites aux femmes à l'échelle internationale est un problème chronique, endémique, qui s'enracine même dans le fonctionnement le plus hard, entre guillemets, des relations internationales, c'est-à-dire les conflits armés. Et donc, on est là plus sur un problème sociétal pour lequel l'éducation pourrait être une solution de moyen terme. Il s'agit fondamentalement d'un problème d'utilisation d'une forme de crime contre l'humanité pour faire la guerre, tout comme l'utilisation des armes chimiques, tout comme les pratiques génocidaires. On est vraiment là sur des sujets qui sont extrêmement terrifiants, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la psychologie, pas d'une personne, mais d'une population au sens large. Je voudrais insister sur ce point, pardon Juliette pour la précision, mais la question est très grave. Je voudrais que tout le monde ait en tête et connaisse la figure de Nadia Mourad, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2018, justement sur ça, puisque Nadia Mourad fait toujours partie d'ailleurs, des femmes yézidis, c'est-à-dire des femmes d'Irak du Nord, des femmes kurdes d'Irak du Nord qui se sont battues contre l'État islamique, qui a entre autres pratique absolument extraordinaire de cruauté, développer le viol et les mutilations génitales comme arme de guerre pour pouvoir détruire psychologiquement la population kurde. J'aurais pu prendre le même exemple pour Denis Mukwege qui s'est occupé de réparer, comme on dit, comme il le dit lui-même, le corps des femmes en République démocratique du Congo qui ont subi de telles violences. Mais je prendrai que ces deux seuls exemples-là. Et donc, de fait, on voit que c'est un problème extrêmement grave et extrêmement durable qui s'ancre dans le plus profond de la géopolitique, c'est-à-dire l'art de la guerre, et qui n'a jamais connu de réponse politique au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies qui soit à la hauteur de cette cruauté-là. Je dis à la hauteur de cette cruauté-là parce que vous avez vu cette semaine l'actualité extraordinairement belle, entre guillemets, même si c'était très triste, du président de la République qui se rend au Rwanda pour pouvoir reconnaître les responsabilités de la France dans le conflit, le génocide qui a opposé les Tutsis et les Hutus. Pas de complicité, mais une forme de complaisance et de laisser-faire des génocidaires. Et on sait que dans ce type de cas, le Conseil de sécurité peut réagir de façon extrêmement rapide et extrêmement ferme en déployant des opérations de maintien de la paix. Et je dois dire que sur des sujets du même ordre, je fais la comparaison à dessein, l'utilisation massive du viol et des mutilations génitales comme arme de guerre
à mes yeux, qui ne suis pas un juriste de droit international, représente une forme de crime contre l'humanité un peu comparable aux pratiques génocidaires de par ses conséquences psychologiques et historiques. Et il n'y a jamais eu de réaction de cette sévérité-là au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui montre, pour donner du contexte à ta question et à la réponse que je vais y apporter, qu'on est très très loin du compte en la matière. Pour pouvoir arriver à la création d'un tribunal spécial, un tribunal pénal spécial international, ça fait 3 adjectifs un peu longs, pour juger de ce type de crime, à mes yeux, de crimes contre l'humanité, il faudrait que ça se passe au niveau de la Cour pénale internationale, dont l'objectif est de pouvoir poursuivre pénalement les responsables politiques et militaires qui déploient ce type d'armes d'une violence inouïe, non seulement physique mais aussi psychologique, dans les opérations de guerre, qui ne sont pas nécessairement des conflits au sens classique du terme, d'opposer un État à un autre pour un problème de territoire ou de ressources, mais qui sont parfois aussi des conflits sociaux, sociétaux, des guerres civiles, etc. Avant d'en arriver à la création de ce type d'instruments juridiques, il y a une quantité considérable d'obstacles à surmonter, y compris, et ça reboucle avec la réponse que je formulais tout à l'heure, les rapports de force de plus en plus pénibles qui existent au niveau des Nations Unies pour pouvoir faire avancer le sujet. On est là encore plus dans la complexité que la réponse qu'Irène a apportée tout à l'heure. C'est encore plus compliqué de créer un tribunal pénal spécifique à ce sujet à la CPI que de modifier les traités de l'Union européenne pour pouvoir modifier les critères d'adhésion et intégrer l'accès à l'IVG comme un critère de droit fondamental des valeurs de l'Union européenne au titre de l'article 2. Ça montre bien que les rapports de force géopolitique à l'échelle mondiale sont encore plus graves, encore plus pénibles, et à mon avis, on est encore plus loin du compte, même si la proposition que tu soumets, Juliette, sur le volet violence sexuelle est absolument cruciale. Souvent, on mesure l'importance d'un défi à la difficulté qu'il y a de le réaliser, et je pense que là, on est vraiment dans l'exemple paradigmatique. J'ai déjà été trop long pour parler des mariages forcés, sujet que je maîtrise encore moins, mais qui est un problème endémique à l'aune de la crise Covid, puisqu'on a vu le phénomène des mariages forcés s'amplifier encore considérablement parce que les petites filles ne pouvaient plus aller à l'école, ne pouvaient pas se remettre sur le chemin de l'émancipation, et les familles qui pratiquent le mariage forcé ont redoublé d'utilisation de cette pratique à l'heure où la crise Covid a fermé des opportunités économiques et sociales. Oui, je te remercie Thomas. Alors oui, ça c'est cette histoire de tribunal, c'est une proposition justement des 2 personnes que tu as citées, des 2 prix Nobel de la paix. Alors justement concernant ce génocide des Tutsis, moi je pense à la Belgique qui a donné compétence universelle à ces tribunaux pour les crimes contre l'humanité et les génocides. Oui, le viol de masse est considéré dans la Convention sur les génocides, il est inclus. Mais c'est vrai qu'il va falloir sûrement trouver des solutions originales pour permettre à ce que ces crimes soient réellement punis. Parce que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a ces histoires géopolitiques, surtout dans les pays comme la Syrie, où il n'y a pas eu la signature des traités internationaux. Et il faudra qu'on trouve des solutions et qu'on soit innovant juridiquement. Alors, tout comme on a fait… À ton point, Juliette, je me permets une phrase de commentaire. Oui. Tu as mentionné l'exemple très intéressant de la Belgique. Ils sont assez rares, mais la France en fait partie. Certains États ont donné une dite compétence universelle, c'est-à-dire le droit à leur juridiction de juger à l'échelle internationale les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité, pardon. C'est également le cas des juridictions françaises. Et effectivement, il s'agirait peut-être, c'est une innovation pour atteindre cet objectif, de donner aux juridictions française la compétence universelle aussi sur les crimes du type qu'on a évoqué, en les qualifiant de crimes génocidaires. Ça, c'est une solution. C'est dans la Convention, et justement dans le cadre de cette solution-là, les 2 prix Nobel en question proposaient que l'Union européenne crée ce type de tribunal et crée avec cette compétence universelle. C'est peut-être, il y aurait quelque chose de juridique à penser, sachant qu'il faut qu'on se libère effectivement des leviers géopolitiques habituels, parce que bien évidemment, la Russie, la Chine, la Turquie, tous ces pays-là qui bloquent, font que ce type
de crimes restent impunis. On est mieux protégé en étant un soldat armé par la Convention de Genève qu'en étant une femme civile dans certains conflits. Donc, à un moment donné, il faut qu'on trouve des solutions plus originales dans cette matière-là. Et il faut voilà, que notre humanité aille au-delà, peut-être comme une sorte de devoir d'ingérence, mais version tribunal à voir. Réflexion à entamer. Alors, on passe à la question suivante. Les obstacles de la diplomatie féministe, justement. Donc, en quoi la présence de pays comme l'Arabie saoudite et de l'Iran au comité de défense de la condition des femmes de l'ONU, alors je ne sais pas si j'ai bien mis le nom, peut-être politiquement délicate. J'ai été sympa, je n'ai pas dit abject. La question est pour Nathalie de Courcy. Oui, alors oui, sans parler d'abject, en tout cas, et je pense que ça l'est, avant d'être politiquement délicat, c'est complètement surréaliste, quoi. On parle quand même d'État d'apartheid sexiste régi par la charia. C'est un peu comme si on donnait à Dracula les clés de la banque du sang. C'est à peu près de cet ordre-là. Donc moi, je me dis, je vois mal comment des pays qui maltraitent à ce point les femmes pourraient être amenés non seulement à assumer leurs responsabilités, il ne faut pas trop y compter, et à s'engager à des améliorations, en tout cas à mettre fin à certaines formes de violence. Alors même que c'est le but de cet organe intergouvernemental de faire progresser les droits des femmes, de les protéger et sans doute le plus grand défi en termes de droits fondamentaux, de mettre fin à toutes les formes de violence faites aux femmes. Donc en fait, on a une contradiction totale entre ce qui est le but de cet organe et l'adhésion, enfin en tout cas l'entrée de pays rétrogrades comme peuvent l'être l'Arabie saoudite ou l'Iran ou le Pakistan d'ailleurs. Et moi, je dirais, il faut espérer déjà que l'ONU ne soit pas pervertie par ces États qui chercheraient à en détourner les objectifs. Et ça peut être assez inquiétant, mais en tout état de cause, il faut vraiment qu'il y ait des critères d'entrée qui soient redéfinis et qui soient reprécisés, parce que là, on est vraiment dans de l'abject, effectivement. Oui, non, mais surtout, je pense que ce qui se passe, c'est que c'est de l'entrisme. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont entrer dans des comités juste pour bloquer. Et ça, on le voit hein, dans certaines organisations politiques nationales. Ben là, au niveau de l'ONU, c'est un peu ça. C'est on choisit les pires, comme ça, on ne va pas avancer outre mesure sur le reste. Et ils sont élus. Hein. Il faut quand même préciser que dans ces organes-là, les États qui y entrent sont élus. Alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment faire en sorte qu'ils ne puissent pas être éligibles à ce genre de fonction, peut-être. Alors, est-ce que politiquement, ce serait intéressant? Le problème, c'est que c'est pareil. On va devoir voir ça tout à l'heure, après 18h, qu'on puisse discuter de ces éléments-là et on aura l'occasion de se frotter à tout ça. Alors, comment promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein des négociations des traités, y compris commerciaux ou de l'aide au développement? Et cette question est pour Emmanuelle Larocque. Donc après ce sujet-là, c'est un peu difficile de rebondir sur les traités commerciaux, mais bon, tout est lié. Donc bien sûr, il y a une nécessité de renforcer tout ce qui est la prise en compte des enjeux de la diplomatie féministe dans voilà, les accords de sécurité, de défense, mais aussi bien sûr les politiques économiques et commerciales qui sont nécessaires pour l'autonomisation des femmes. Et tout ce qui est accords de commerce et d'investissement, bien sûr, ont des répercussions fondamentales et très importantes sur les femmes, puisque bien sûr, elles sont dans des situations d'inégalité structurelle qui font que toutes décisions peuvent avoir des impacts très importants sur l'accroissement des inégalités. On sait maintenant que notamment un certain nombre de politiques de développement qui ont promu l'entrepreneuriat dans les pays les plus pauvres, au final, se sont faits souvent au détriment des femmes. Le déficit des financements
en faveur des PME, des TPE qui sont détenues par les femmes s'élève à plus de 1500 milliards de dollars dans le monde. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui doit être totalement articulé avec les enjeux autour de la violence et de la sécurité et de la protection des femmes. Il y a deux pistes, moi, qui me paraissent très importantes à étudier sur cette inclusion des droits des femmes dans les traités. La première, c'est la question du diagnostic. Comment peut-on systématiser au préalable de tout accord une étude d'impact sur l'égalité et la situation spécifique des femmes, et que cette étude d'impact préalable soit un prérequis systématique à l'arbitrage des décisions qui vont être actées dans ces traités. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La deuxième piste de travail qui du coup en découle, hein, c'est de systématiser du coup dans les accords, bien sûr une intention, mais surtout des indicateurs de suivi. Et là encore, on est dans le domaine encore du fantasmé, donc des indicateurs de suivi sur comment cet accord bénéficie, soutient, contribue à l'émancipation, l'égalité et l'émancipation des femmes, et qu'une organisation indépendante puisse faire le suivi de ces impacts et de façon transparente communique ces informations. Puisque même si aujourd'hui on sait qui vote pour l'accès des pays à ces commissions et que c'est relativement transparent, il faut qu'on continue à valoriser la transparence de la manière dont l'ensemble de ces outils vont accroître ou réduire les inégalités ou contribuer aux droits humains. Et donc, attaché à cette proposition, c'est aussi tout ce qui va être comment on met en place la possibilité de créer des mécanismes correctifs au fil de l'eau de l'implémentation et de l'exécution des traités, qui là est encore va nécessiter aussi là beaucoup de créativité. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la question suivante. L'attitude de la Turquie vis-à-vis de la Convention d'Istanbul et le Sofagate sont-ils le signe d'un affaiblissement ou d'un renforcement de la diplomatie féministe européenne? Alors, je laisserai Brigitte Liso s'exprimer et si après Irène Tholeret souhaite dire quelque chose, elle le pourra aussi. Merci Juliette. Donc, effectivement, comme chacun sait, le président Erdogan a décidé unilatéralement de se retirer de la Convention d'Istanbul et il a même instrumentalisé le texte à des fins personnelles, politiques et idéologiques. C'est d'autant plus dommageable que l'intitulé même de la Convention, c'est Convention d'Istanbul. C'est véritablement la Convention qui a été prise en otage par juste un groupe de gens qui voulaient normaliser l'homosexualité et parce qu'elle est jugée incompatible avec les valeurs familiales dont se prétend la Turquie. Donc, nous avons, lors de ma mission, interrogé par exemple l'ambassadeur de Turquie qui considère que la législation interne de la Turquie est largement suffisante et donc il ne considère pas indispensable de rester affilié à cette convention. Juste, j'ai perdu le fil, si vous pouvez me… Oui, alors ça c'est bon. Et le Sofagate maintenant, juste ce que vous en… Voilà. Le Sofagate, ça a été là aussi instrumentalisé. Beaucoup de femmes se sont évidemment insurgées, mais vous avez pu constater comme moi que ça s'est presque retourné contre la présidente parce que ça a presque été considéré comme un… Allez, je vais le dire, comme je cherche un mot qui soit pas trop violent, mais c'était comme un enfant qui fait un caprice. Merci beaucoup. Donc, on va passer à Irène qui va ajouter son point de vue. Alors, le truc qu'il y a, c'est que donc on est dans la diplomatie. Et dans la diplomatie, il y a un protocole. Et donc, dans le protocole européen, en premier, c'est le Parlement. En deuxième, c'est le Conseil. Et en troisième, c'est la Commission. Donc,
par essence, lors d'un voyage d'État, Ursula von der Leyen doit être traitée comme Charles Michel et non pas en dessous de Charles Michel. Et d'ailleurs, dans le passé, quand le président de la Commission a visité Erdogan avec le président du Conseil ou le président du Parlement, à cette époque-là, tant que c'était des hommes, ils arrivaient à trouver le nombre de chaises suffisantes. Donc, très clairement, il y a eu un piège diplomatique tendu avec une grande malice par Erdogan, en se disant, avec un peu de bol, avec le Covid, les différents protocoles vont regarder et penser que l'un fait le truc. Et donc, ça n'a pas été vérifié, la salle n'a pas été vérifiée, mais à la base, il y a une erreur de protocole colossale. Voilà. Donc, par rapport à cette erreur de protocole colossale, Charles Michel a réagi. En fait, en vrai, Charles Michel, il a réagi en goujat, surtout. Je ne sais pas s'il a réagi en président du Conseil, mais par contre, il a réagi en goujat. C'est-à-dire que tout le monde sait que quand il n'y a pas assez de chaises pour les nombres de personnes, on se débrouille et on règle le problème avant de s'asseoir, sauf si c'est un jeu où on met de la musique et le but, c'est de s'être assis avant la fin de la musique. Donc, nous, la difficulté qu'on a eue par rapport à cet incident, c'était de ne pas en faire un incident qui déstabilisait le poids de la commission sous prétexte qu'elle serait représentée par une femme. Et donc, j'ai porté le fait que nous envoyions une lettre à Charles Michel pour lui dire qu'à la lumière du Sofagate, ça pouvait être intelligent que le Conseil se saisisse d'un certain nombre de dossiers bloqués au Conseil et nous renvoie le signal que l'incident qui s'était passé à Istanbul allait le motiver d'autant plus pour montrer que la diplomatie féministe était en action dans l'Union européenne. Et effectivement, quand il a pris la parole, il a renvoyé sur notre courrier et il s'est engagé à créer un conseil à l'égalité, débloquer le truc au conseil sur la présence des femmes au conseil d'administration et accélérer la commission va proposer un texte sur une directive sur les violences faites aux femmes et donc voilà, que le conseil soit force de facilitation et non pas de blocage sous le règne de Charles Michel. Donc je pense qu'il y a eu un problème qui est quand même le problème pour toutes les femmes. Aujourd'hui, on est toutes super contentes qu'il y ait Kamala Harris en première vice-présidente des États-Unis. Mais si demain, Kamala, soit en tant que première vice-présidente, soit demain, si elle est présidente des États-Unis, si elle va voir Erdogan, j'espère bien qu'elle aura une chaise. C'est pas parce que la chaise, elle n'est pas liée à la fonction. Elle n'est pas liée au sexe, elle est liée à la fonction, quoi. Donc, quelque part, on brise le plafond de verre, mais une fois que ce plafond de verre il est occupé par une femme, cette femme, dans son pouvoir, elle a exactement le même pouvoir que l'homme qui occupait ce poste. Et donc, c'est ce signal-là que Erdogan a voulu nous planter, entre guillemets, nous faire douter de la qualité de la représentation à haut niveau par une femme. Et donc, nous devons, et c'est un petit peu ce qu'on a lancé, lui montrer qu'au contraire, eh bien, à la lumière de cet incident, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la dernière partie, les pistes d'amélioration de la diplomatie féministe. Alors, à partir de maintenant, si des personnes quittent le panel, il n'y a pas de problème. Les questions seront prises en charge par les personnes restantes. Donc, la première question, c'est le boycott économique des pays pratiquant l'apartheid sexiste est-il une solution politiquement envisageable? Donc, cette question est pour Nathalie de Courcy. Merci Juliette. C'est vrai qu'on en avait parlé au moment de la remise des trophées de la Coupe du Monde des clubs au Qatar et effectivement quand le prince émir n'a pas daigné saluer les deux arbitres féminines, on s'était posé la question des sanctions.
Je crois qu'aujourd'hui, pour la prochaine Coupe du Monde en 2022 au Qatar, il y a eu un appel au boycott, effectivement, mais il est peut-être un peu tard et probablement il aura lieu. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'appel au boycott en lui-même et toutes les campagnes de sensibilisation qui l'accompagnent servent, en fait. C'est une façon d'exploiter en fait les incidents et de faire passer un message ferme, et notamment dans ce cas-là de faire passer un message au monde du football et à tout le monde du football, hein, tous les acteurs que ça peut englober, et que le monde du football se regarde dans le miroir et comprenne qu'il est devenu un sport qui est finalement capable de revenir sur son intégrité morale pour quelques millions de plus. Et ça, je pense que ça peut pas faire de mal. Après, voilà, le boycott du Qatar, en fait, quand on a affaire à un pays puissant qui finalement va réussir à se rendre économiquement moins dépendant, je ne sais pas si ça serait véritablement efficace, et pire, je ne sais pas si ça ne serait pas contre-productif. Parce que cette façon de défier le Qatar, ça veut dire en fait refuser le dialogue, et ça peut être vécu comme une humiliation et une mise sous pression qui risquerait finalement de faire perdre l'influence diplomatique. Je vois qu'Irène me dit non, mais je crois plus. Je crois. Ah, pardon. Attention, parce qu'il n'y a pas que le Qatar, hein, on parle aussi bien sûr, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de pays. Ouais. Moi, je pensais plutôt, en fait, quand j'ai posé cette question, à ce qu'on a fait par rapport à l'Afrique du Sud qui pratiquait l'apartheid raciste. Parce que quoi qu'on en dise, cette histoire de comment on traite les femmes comme des sous-hommes, parce que c'est ça, hein, elles héritent moins, elles ont moins de droits civils et politiques. Il y a quand même une organisation sociale qui est faite, tout un État contre elles, de leur naissance jusqu'à leur mort. Donc la question est la suivante, c'est nous en tant que communauté internationale, on va dire ça comme ça, mais est-ce que éventuellement, voilà, le boycott économique de ces pays serait intéressant? On fait bien ce genre de boycott pour le nucléaire, on l'a fait pour l'apartheid réalisé, et justement aussi dans les coupes de foot concernant l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut le faire concernant les droits des femmes? Et comment faire, en fait? Alors, si quelqu'un veut dire quelque chose sur le domaine, là, on est sur le moment où on a des horaires, je vais dire, plus libres, et on peut s'exprimer davantage. Alors, je ne sais pas si Irène a un point de vue là-dessus. Oui, parce que c'est des sujets sur lesquels on s'est pas mal fighté sur ces sujets-là, avec en gros Stéphane Bijoux, moi, Nathalie Loiseau, contre Chrysoula, Catherine Chabot. C'est vraiment un face-à-face où la ligne rouge est très compliquée à mettre en place. C'est-à-dire que effectivement, le boycott est un message fort qui a comme conséquence négative un recul dans l'État concerné, mais continuer en connaissance de cause, c'est aussi finalement ne pas considérer que les causes féminines méritent ou la protection des homosexuels ou voilà, sont défendues avec force et vaillance. C'est pour ça que quelque part, et on va se voir à Strasbourg avec Pierre Karleskind, Valérie Ayer et Laminette qui s'occupe de l'IB, qui est une néerlandaise, pour voir justement au sein de l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne, finalement, ces fonds, cet argent qu'on a, comment est-ce qu'on peut le conditionner de manière pertinente pour tirer dans la bonne direction? Parce que dans les pays qui sont terribles pour les femmes, on en a des très riches et on en a des très pauvres. Les très riches, c'est ceux qui se font élire à l'ONU sur droits des femmes et qui sponsorisent nos coupes du monde de foot et s'assiedent tout à fait sur l'ensemble de nos droits et nos valeurs
Voilà, et on ne réagit pas parce qu'il y a beaucoup d'argent, puis en plus, c'est le foot. Et puis, il y en a d'autres qui sont très pauvres, et ah ben non, mais il faut continuer à les aider parce qu'ils sont très pauvres. Donc, sauf qu'ils sont très pauvres, mais aussi une partie de l'argent qu'on leur donne va aussi peut-être sur la corruption ou dans les poches de très peu de personnes. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la façon dont on fonctionne, elle a d'un côté le mérite d'exister, mais comme toute chose qui mérite d'exister, on peut l'améliorer. Et je crois que sur ces sujets-là, on doit être dans l'amélioration constante. Et à chaque fois qu'on discute de ces trucs, on doit se dire qu'est-ce que je peux faire pour que ces interventions-là, eh bien, sur les droits des femmes et des homosexuels, très très clairement, qu'elles permettent de faire avancer le public. Une solution, ça serait de faire des bonis, c'est-à-dire un peu des appels à manifestation de l'Union européenne pour aider tel projet, mais dans la condition de l'appel à manifestation de l'Union européenne, il y a comme condition avoir vérifié que autant de femmes que d'hommes en bénéficient, que les femmes ont le même salaire que les hommes, enfin, de mettre en place des outils qui obligent l'État qui veut bénéficier de cette aide à se mettre en ligne, sans que ça soit un oukase de l'Union européenne. On ne lui dit pas, tu es obligé de faire ça si tu veux l'aide, mais en revanche, si tu veux candidater à ce projet, là, par contre, alors là, si tu veux candidater à, je ne sais pas, l'Alliance sur l'hydrogène européenne ou je ne sais pas quoi, alors, dans ce cas-là, il faut à tout prix que tu aies fait avancer le côté législatif dans ton pays. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse de façon vraiment pointue sur comment avoir des propositions à fort levier d'égalité. On va dire ça comme ça. On va trouver des formules, mais il faut qu'on y réfléchisse parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on constate et il faut qu'on trouve des leviers pour effectivement trouver le moyen de changer les choses et il faut qu'on soit inventif. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'on donne beaucoup d'argent. Finalement, on a enrichi des pays sans exiger d'eux quoi que ce soit en termes de respect des droits humains. Je suis désolée de le dire, mais dans les années 20, l'Arabie saoudite, voilà, ce n'était pas le pays d'aujourd'hui en termes d'argent, de financement, de conditions économiques. Tout. Il y a eu des moments clés où nous n'avons pas négocié comme on aurait dû l'achat même de pétrole ou d'un certain nombre de choses. Je pense que même pour toute chose, que ce soit pour l'achat, la vente, tout ça, il faut qu'on réfléchisse globalement comment améliorer l'égalité femmes-hommes et la protection effectivement des LGBT, qui sont condamnables à mort. Hein. Il faut un peu les femmes sont condamnées à vivre une sous-vie, on va dire ça comme ça, et les hommes et les femmes homosexuelles, on sait ce qui les attend. Ils en tuent plusieurs par année. Hein. Voilà. Je voudrais juste intervenir sur un tout petit point. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de financer l'éducation à très haut niveau de femmes qui pourraient prendre le pouvoir dans leur pays ? Moi, suite à la Seconde Guerre mondiale, ma mère a eu une partie de ses études universitaires aux États-Unis payées par le gouvernement américain. C'était pour essayer de, entre guillemets, et j'ai aussi eu l'occasion, je crois que Christine Ockrent, pareil, avait fait partie. Et donc, de la même façon que les États-Unis ou la Chine font ça avec des Européens, est-ce que l'Union européenne pourrait pas créer l'académie des femmes de pouvoir des pays qui ont un petit problème de législation féministe? Oui, mais ça, c'est intéressant, des bourses. Oui. On les prend, on les forme, mais par contre, on ne forme pas un mec. Les mecs, ils y arrivent très, très bien tout seuls à se faire payer les trucs. Donc, on prend des femmes… ils héritent déjà des 2/3 de la fortune. On leur renvoie dans leur pays des femmes formées à gérer un État, que des femmes. Au bout d'un moment, ça devrait prendre le pouvoir. Oui, mais je trouve que c'est génial. Il faut qu'on réfléchisse. Il y a ça, hein, déjà, je vais te dire, il y a des associations qui agissent déjà pour les femmes, pour les petites filles et tout ça, dans les pays comme le Cambodge, tout ça, dans pas mal de pays. Et c'est vrai que l'éducation des filles, y compris de très haut niveau, il faut qu'on réfléchisse à ça, effectivement, sur qu'est-ce qu'on fait pour les faire émerger, y compris dans les études supérieures. Effectivement, des bourses d'excellence, ça peut être intéressant comme proposition. On va réfléchir, Irène. D'accord ? Alors, on va passer à la question suivante.
Quelles pistes pour améliorer, renforcer la diplomatie féministe à tous les niveaux concernant l'Union européenne? Donc la question est pour Irène Tolleret. Après, on prendra des questions du public. Si Thomas veut dire quelque chose, il le pourra aussi, parce que je vois qu'il est encore là, alors qu'il est déjà 18h09. Vas-y Irène, c'est à toi. Tu veux que je repose la question, Irène, parce que je ne t'entends pas. Donc la question, c'est quelle piste... Ah zut, j'étais bloquée. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, quelle piste pour améliorer, renforcer la diplomatie féministe à tous les niveaux concernant l'Union européenne? Et normalement, il y avait aussi la France, mais Oui. c'est pour Brigitte. Donc peut-être si Thomas comme Thomas est encore là, peut-être qu'il sera d'accord de faire le volet français après toi, le volet Union européenne. Pour le volet Union européenne, c'est un peu la reprise de ce qui a été dit par l'ensemble des participants aujourd'hui, c'est-à-dire regarder les 3 R dans l'ensemble des politiques et demander des études d'impact, fixer des objectifs mesurables, se fixer ces objectifs dans le temps et ne pas oublier la représentation. Ne pas oublier la représentation. Là, par exemple, j'étais hyper contente pour le 9 mai. J'ai participé au fait qu'une place de l'Europe devienne une place de l'Europe Simone Veil. Et voilà. Et ça, si tu veux, qu'on mette des noms de femmes dans les rues et à la limite, s'ils ont la comprenette difficile, que toutes les femmes qui sont dans les mairies de France demandent que pour toutes les rues d'hommes, on rajoute un nom de femme. Hein, pourquoi pas la rue Victor Hugo et Colette. La rue Jean de La Fontaine et la marquise de Sévigné. Il y a un moment donné, la place des femmes dans notre histoire a produit ce qu'il faut. Donc, c'est juste qu'ils ont un peu la comprenette difficile. Non, mais je te dis, ça, c'est une proposition qu'on avait faite, le binôme paritaire dans les noms de rues contenant un nom de personne. Donc, du coup, est-ce que Thomas, tu veux donner des pistes d'amélioration de la diplomatie féministe en France? Oui, merci Juliette. Alors, merci de me garder à bord parce que je m'étais engagée à passer un coup de fil à 18h. Il a été rapide et efficace et donc je peux rester un peu, ça me fait plaisir. Bon, vas-y. Voilà, donc sur le volet France, je dirais qu'il y a 3 choses principales. Il y a l'action européenne de la France, l'action internationale de la France en tant que l'État, là je parle de l'État français, et puis je distinguerai ce que les collectivités locales peuvent faire. D'abord, je voudrais insister sur le volet européen. Je le dis en présence d'Irène qui porte ça plus que vaillamment au Parlement. Il est absolument indispensable d'avoir une vigie féministe au Conseil européen et au Conseil de l'Union européenne. Irène porte l'idée de la création d'un Conseil de l'Union européenne qui soit dédié à l'égalité femmes-hommes, un Conseil des ministres égalité. J'espère que ça va voir le jour sous présidence française de l'Union européenne, je croise les doigts. Mais bien au-delà, il est important qu'il y ait des féministes à la table du Conseil européen. Et je dis féministe, je ne dis pas femme. J'ai bien choisi mes mots. Parce que il ne s'agit pas d'être une femme pour être féministe. Le féminisme, c'est une doctrine, c'est une philosophie, c'est des objectifs très précis. Et vous voyez qu'on a eu Angela Merkel, femme la plus puissante du monde à plusieurs reprises au terme du Time. Pour autant, le Conseil européen n'est pas devenu féministe. Alors, je ne suis pas en train de dire que Angela Merkel est machiste, je suis en train de dire que ce n'est pas parce qu'il y a des femmes autour de la table qu'on a un agenda féministe et que la politique devient féministe. Et de ce point de vue-là, j'espère que le président de la République et ses principaux alliés, je pense que Xavier Bettel, le Premier ministre du Luxembourg, fait partie des personnes qui se mobilisent sur ce sujet. Je sais que la Suède, la Finlande sont extrêmement mobilisées, sensibles à ces questions. Il me semble absolument indispensable de garder ce momentum féministe au niveau de l'Union européenne. Et ça, la France a un rôle très important à jouer. C'était ça que je voulais dire par rapport à ta question, Juliette, c'est qu'il est impératif que lors de la présidence française de l'Union européenne, c'est-à-dire la présidence du Conseil des ministres, la France continue de déployer un message féministe extrêmement fort, y compris, j'insiste sur un point très particulier,
des enjeux d'égalité, y compris sur le prochain plan de relance européen. J'espère qu'il y en aura un deuxième. En tout cas, il me semble que ça va s'imposer une fois qu'on sera sorti de la troisième, j'espère, dernière vague du Covid. Y compris pour que le plan de relance européen, le prochain, s'il y en a un second, soit un plan de relance féministe, c'est-à-dire développé avec des indicateurs d'impact qui mesurent l'emploi des deniers publics en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Je vois que ça va faire réagir Irène, donc si tu veux, Juliette, je m'interromps là et puis je développerai les 2 autres blocs après. Oui, et puis après, moi, j'aurais aussi un petit truc à ajouter. Alors, vas-y, Irène. Ce plan de relance-là est censé avoir ça. Donc, on a ce plan de relance-là, les États membres seront payés notamment sur… ils doivent présenter les mesures qu'ils font pour vérifier que leur plan de relance est égalitaire. Alors, je sais que c'est pas le truc qui frappe le plus dans le plan français, on va le dire comme ça pudiquement, mais au niveau européen, c'est clair, quoi. Et moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. Donc, le truc, il y est clair, donc ils doivent le faire. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est… Je suis heureux d'entendre le Parlement européen, par la voix d'Irène, le dire, pour une raison essentielle que j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer, c'est que le Parlement européen a un rôle décisif, si ce n'est absolument incontournable, en matière budgétaire. Et en l'espèce, là, c'est un plan de relance qui sort du cadre budgétaire européen pluriannuel, mais pour lequel le Parlement européen a une voix extrêmement forte et extrêmement attendue. Donc c'est bien d'entendre Irène veiller au grain, mais c'est bien au-delà d'une eurodéputée. Il faut que vraiment le Parlement dans l'ensemble y veille. Juliette, est-ce que tu veux, ou tu veux que je développe mes deux points? Alors, fais tes deux blocs. Moi, ensuite, je voudrais parler de toutes ces femmes qui ne sont pas présentes aux tables de négociation internationales. Oui, ben alors voilà, là, parle de tes 2 blocs et puis ensuite, on va commencer à proposer des choses diverses et variées. Il y a l'action européenne de la France, notamment à la veille de la présidence française de l'Union européenne, avec un vrai agenda féministe à développer, avec la création du Conseil égalité et le plan de relance féministe, en tout cas un contrôle du plan de relance du féminisme au sein du plan de relance. Il y a un deuxième bloc que porte l'État, et là je parle de l'État, hein, pas de la France avec un grand F, mais de l'État, c'est-à-dire le gouvernement. À l'échelle internationale, il y a un énorme enjeu à l'issue du Forum Génération Égalité, donc à l'issue du sommet d'ONU Femmes que la France co-préside avec le Mexique à la fin du mois de juin, c'est le suivi. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un grand moment diplomatique qui retombe comme un soufflet. Et là, si je peux me permettre une recommandation, et je connais la détermination des équipes de Quai d'Orsay qui travaillent là-dessus, mais aussi le risque auquel elles sont exposées, parce que ce sont beaucoup des femmes, c'est que les moyens qui ont été mis pour présider cette conférence des Nations Unies s'étiolent à l'issue de l'événement, et que la force de la diplomatie féministe française soit rabougrie après ça. C'est-à-dire qu'il y ait l'événement, puis que ça soit une logique événementielle, et qu'une fois que la logique événementielle est passée, eh bien, on efface une partie des ressources qui ont été employées pour porter la chose. Et là, il y a un vrai travail pour les parlementaires, j'aurais aimé que Brigitte puisse entendre ça, de poser des questions au gouvernement de la façon dont ils vont faire durer l'effort de la diplomatie féministe française. Parce qu'on ne se réveille pas à un coup féministe et puis le lendemain, on ne l'est plus, quoi. C'est un effort dans la durée. On a vu que la plateforme de Pékin sur les droits des femmes adoptée en 1995, elle n'a toujours pas abouti à une égalité réelle. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu un moment diplomatique avec de l'enthousiasme, Hillary Clinton qui fait un super discours, c'est génial, et puis après, plus rien. Et là, on est vraiment sur ce risque-là, et il me semble que les parlementaires qui ont un pouvoir considérable de contrôle du gouvernement ont un travail à faire, de poser des questions au ministre des Affaires étrangères sur la suite post-Forum Génération Égalité. Deuxième idée très concrète que je voudrais verser au pot, puisqu'on a toujours avec Égalité Ensemble des idées très précises et pragmatiques, en matière d'action de l'État, quelque chose qui est ressorti du grand tour Notre Génération Égalité que j'ai eu la chance d'animer avec plus de 15 membres du gouvernement pour préparer le sommet d'ONU Femmes, c'est précisément l'idée de créer un réseau de référents égalité femmes-hommes dans toutes les ambassades françaises pour pouvoir, terrain par terrain, pays par pays, veiller à ce que les objectifs féministes français soient portés. Ça, c'est très important parce qu'en fait,
si ça existait, ça serait une vraie révolution, puisque dans les chancelleries diplomatiques, c'est-à-dire les endroits où on fait de la politique au sens international du terme, dans les ambassades, souvent c'est des petites équipes. Il y a rarement un référent droits de l'homme, alors qu'on est quand même le pays des droits de l'homme, et donc il y aura a fortiori encore moins un référent droits des femmes, si j'ose dire, parce que droits de l'homme avec un grand H, ça encapsule beaucoup plus d'autres choses. On va arrêter avec ces droits de l'homme, il faut... Moi, je parle de droits humains. Dire droits humains à un moment voilà, donné. je dis tout le temps droits humains, mais bien qu'il y ait de belles annonces pendant ce forum, qu'on raye ces mots-là et qu'on mette droits humains. Alors, moi, j'aimerais beaucoup, je suis d'accord avec toi, Juliette, j'ai un petit doute, puisque droits de l'homme, c'est l'expression de la charte de San Francisco, qui est la charte fondatrice des Nations Unies. Je doute qu'il y ait un Human rights. Alors que traduction. Pas mauvaise traduction, traduction française officielle, puisque les Nations Unies... Mais traduction masculiniste, alors on a fait tout un truc là-dessus avec Eliane. On ne va pas revenir là-dessus, mais non, la traduction a été sciemment masculinisée. Voilà, mais on ne va pas... Moi, je ne me bats pas contre cette idée. Tu clôtures ton point, parce qu'Irène va bientôt partir, donc j'aimerais qu'elle puisse aussi parler. Oui, du coup, dernier point, c'est que si ce réseau de référents droits humains et a fortiori droits des femmes n'a pas vocation à être universel, si c'est trop coûteux de le faire, il faut au minimum le prioriser sur les pays prioritaires de l'aide publique au développement. Il y en a une petite vingtaine, 17 je crois, ou 19. Ça a été adopté par le comité interministériel de commission de supervision de l'aide au développement en 2018, au moment du lancement de la mission Berville sur la réforme de l'aide publique au développement. Et au moins dans cette petite vingtaine de pays-là, et au moins également dans les grandes organisations, auprès des grandes organisations multilatérales que sont l'OMS, l'OMC, la Banque mondiale, etc., le FMI y compris, parce qu'on pourrait avoir des plans de relance féministes qui soient supervisés par le FMI, ou en tout cas des plans de restructuration de la dette qui comprennent ce volet-là. Il faut des référents égalité femmes-hommes, c'est absolument essentiel. Donc j'avais dit action européenne de l'État, action internationale et diplomatique de l'État, et dernier point, il n'y a pas que l'État qui agit à l'échelle internationale. Moi, je fais partie de ceux qui croient que les collectivités territoriales ont un rôle absolument structurant à l'échelle internationale. C'est le cas des grandes mairies, des grandes métropoles et des régions en particulier. Et on peut espérer que dans le sillage du Forum Génération Égalité, les collectivités territoriales puissent également engager via ce qu'on appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire tous les programmes de développement qu'ils portent à leur échelle, puissent également avoir un suivi de l'égalité femmes-hommes qui soit structuré autour des 6 grands sujets qui structurent le Forum Génération Égalité. Je les rappelle pour ceux qui ne les maîtrisent pas: les droits sexuels et reproductifs, la lutte contre les violences faites aux femmes, la justice et les droits économiques, la participation des femmes à la lutte contre le dérèglement climatique, l'inclusion des femmes dans la maîtrise des grandes disruptions technologiques et le soutien aux mouvements féministes internationaux. Et si on arrivait ne serait-ce qu'à aligner l'action des collectivités publiques françaises, collectivités locales françaises sur ces coalitions et qu'elles puissent en rendre compte au Conseil de l'égalité ou ailleurs, eh bien, je pense que là, on aurait de beaux résultats. Je pourrais développer encore à l'envi sur les entreprises publiques qui peuvent exporter l'index Pénicaud, mais il y a plein d'autres sujets que d'autres vont évoquer ensemble. Oui, alors merci beaucoup. Alors je sais qu'il nous reste 8 minutes. Sachez qu'à 30, je coupe. Et c'est tout. Donc si quelqu'un veut s'exprimer, donc moi je vais juste ajouter 2 petits points. Oui, droit humain, l'expression droit humain, ça nous ferait du bien qu'elle soit officiellement adoptée, qu'enfin les traductions droits de l'homme, convention universelle des droits de l'homme, ça devienne bien la convention universelle des droits humains, comme ça aurait dû être le cas dès les années 40, mais où on avait des problèmes avec justement notre conception des droits humains à l'époque. Donc, ce serait bien qu'on ait cette traduction-là. Et autre point, je pense qu'il faudrait une charte des négociations internationales quand on a, par exemple, des traités qu'on négocie avec des pays comme l'Afghanistan, que tous les pays, en fait, voilà, qu'on cherche à obtenir que pour chaque négociation de fin de guerre ou autre, qu'il y ait ce point clé de l'égalité femmes-hommes et une représentation des femmes pendant
ces négociations. Moi, ce que j'ai vu, les photos justement qui ont été mises en ligne par Nathalie Loiseau, où on voit que des hommes à la table de négociation et que des serveurs aussi hommes à la table de négociation, tellement la société est sexiste et qu'il ne faut surtout pas qu'une femme puisse se promener dans la même pièce qu'un homme. Parce qu'il faut savoir que dans certains pays, les femmes mangent d'un côté dans la cuisine et puis les hommes dans une autre pièce, voilà, dans le salon. Donc, on a cette notion, voilà, de faire en sorte que les négociations soient mixtes, que non seulement elles parlent des droits humains, des droits des femmes et des hommes, mais aussi qu'elle soit mixte avec une certaine parité à la table de négociation. Ce sera peut-être beaucoup plus compliqué. Voilà, il faut en tout cas qu'au moment où on a un petit peu de pouvoir de négociation, qu'on le fasse avec les femmes. Alors, si Irène veut dire quelque chose, alors moi, en fait, je voudrais vraiment, d'abord, parce que je vais devoir partir, vous remercier, toi, Juliette, tous les intervenants, Nathalie, Thomas, Brigitte, toutes les personnes dont j'ai oublié les noms qui ont parlé, parce que c'était particulièrement intéressant. Je voudrais rebondir sur les derniers propos de Thomas, parce que ça m'a fait penser à un truc. Au niveau de l'alimentation, il y a le pacte de Milan. Le pacte de Milan, c'est un pacte des métropoles mondiales sur comment améliorer l'alimentation locale. Voilà, c'est bon pour l'environnement. Voilà. C'est un peu un engagement dans un certain nombre de bonnes pratiques qui balaient un certain nombre de compétences ou pas des collectivités locales et qui permettent d'améliorer l'alimentation locale. Pourquoi ne pas concevoir un pacte féministe ? Et on part d'une collectivité territoriale et on profite pour essayer de ce modèle-là, donc qui peut être une charte qui balaye les 6 piliers dont a parlé Thomas, et par exemple sur les droits sexuels et reproductifs, donc c'est vérifier qu'il y a un isochrone 20 minutes, l'éducation sexuelle au collège, que les médecins qui pratiquent l'avortement ne soient pas harcelés, donc un certain nombre de checklists. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire avancer, mais qu'au moins on a un guide commun des mesures, et après derrière les collectivités qui s'engagent là-dedans se retrouvent une fois par an et ça avance. Et le pacte de Milan, ça marche. Donc, pourquoi pas faire ça? Un pacte féministe de collectivité territoriale. Et alors, droits humains, parce que ça veut dire on met femmes, LGBT, les refuges pour les jeunes. Voilà. Je prends la parole, Juliette, en une phrase. Irène, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. On en parle quand tu veux. Ah bah oui. Non, mais il va falloir le faire. Alors, roule ma poule. Voilà, super. Moi, je pense que voilà, on peut faire des chartes, des pactes et tout ça. Il faudra qu'on s'y mette. On a des propositions, des idées. Il faut qu'on les fasse, voilà, que ce soit des leviers d'égalité. Mettons en place des leviers d'égalité à tous les niveaux. Alors, comme il est 27, moi, j'attends une question de la part des participants de ce webinaire. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Alors, si un spectateur veut bien lever la main, il aura le droit de poser sa question. Ou elle aura le droit de poser sa question. Ah, voilà, ça fait plaisir. Enfin, quelqu'un. Bon, voilà, donc Huguette Klein va poser une question. Vas-y, Huguette, tu peux parler. Oui, bonjour. Donc, on parlait des droits sexuels et reproductifs et qu'il y a la question de l'éducation. Normalement, tout le monde sait qu'il y a des séances dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il y aurait un moyen, au niveau de l'éducation nationale, de recenser les établissements qui le font et ceux qui ne le font pas? Merci Huguette. Alors, je pense que cette question va s'adresser plutôt à moi, peut-être. Ben oui, puisque je suis enseignante à l'éducation nationale, donc ce n'est pas vraiment de la diplomatie féministe en tant que telle, mais si ça rentre dans le cadre mais du c'est lié au droit oui. quand même. Hein. Oui. Alors, oui, je pense que de toute façon, c'est possible et que nous allons le proposer à Jean-Michel Blanquer. C'est possible en tous les cas de le demander, d'avoir effectivement des checklists. C'est tout à fait possible.
on peut solliciter statistiquement d'obtenir ces données statistiques. Et d'ailleurs, ça peut même encourager à ce que ce soit fait, parce que quand on pose la question du sondage, avez-vous bien mis en place vos cours d'éducation sexuelle au sein de votre établissement? Et qui les fait? Alors, en général, je vais vous dire franchement, ce qui se passe, c'est que c'est le professeur de SVT qui s'en charge. Ça dépend, parce que bon, moi, je suis prof à la retraite et j'interviens. Et après, il y a des associations aussi qui voilà, mais c'est encore autre chose. Oui, tout à fait. Voilà. Moi-même, j'interviens dans des établissements, mais pas à ce sujet. D'accord. Donc, en tous les cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie en particulier donc, les membres du panel, Emmanuel Larocque, Thomas Friand, Irène Tolleret, Brigitte Liseau, Nathalie Courcy. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont écouté ce webinaire qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Je remercie Huguette pour sa question, toutes les personnes aussi qui ont noté leurs propositions et leurs commentaires au sein du fil de conversation. Nous ferons bien sûr un compte-rendu et nous sommes là pour continuer le travail. Alors, comme vous le savez, il y a le vote aussi pour dans le cadre du festival Génération Égalité Voice, il est possible de voter pour Égalité Ensemble. Nous sommes le numéro 12. Si jamais nous avons l'honneur d'obtenir un prix grand public dans notre catégorie, je vous promets que nous irons à Paris avec l'équipe présenter toutes nos propositions en petits livrets agrafés parce que nous sommes en train de les préparer avec l'équipe d'Égalité Ensemble. Tout ce qui est dit est enregistré, toutes les propositions sont listées et nous irons les remettre si jamais nous réussissons à avoir le nombre de votes suffisant. Donc, numéro 12, Égalité Ensemble. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.